Soldat Adrian, vous êtes une honte pour cette armée, hurla le colonel Mitchell, sa voix résonnant dans la cour d'entraînement de la base militaire de Fort Campbell. Vous avez 3 semaines de retard dans votre rapport d'entretien et vous avez le culot de vous pointer ici avec cette attitude décontractée. J'étais au garde à vous devant toute la compagnie, 50 hommes en formation parfaite assistant à mon humiliation publique. Le soleil du Kentucky me brûlait la nuque tandis que Mitchell tournait autour de moi comme un prédateur, savourant chaque seconde du spectacle. Peut-être préférez-vous retourner chez maman plutôt que de servir vraiment, continua-t-il, provoquant des rires étouffés parmi les soldats. Parce que tu n'as clairement pas ce qu'il faut pour être ici. Je gardais les yeux fixés devant moi, le visage impassible, les épaules droites. Aucun muscle de mon visage ne bougea, aucun signe de colère ou d'humiliation ne transparaissait. C'était exactement l'expression que je devais avoir. Je m'appelle Adrian Foster et, à 32 ans, je viens d'être traité de raté devant 50 soldats. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis ici depuis 3 mois dans le cadre d'une mission si secrète que même Mitchell n'est pas autorisé à en connaître la nature. Mais pour l'instant, à tous égards, je ne suis qu'un simple soldat incompétent qui n'est pas capable de remettre un rapport dans les délais. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense, soldat. Mitchell s'est arrêté devant moi, son nez presque contre le mien. Son haleine sentait le café réchauffé et la cigarette bon marché. Non, monsieur, ai-je répondu d'une voix ferme mais soumise. Bien sûr que non, a-t-il ri en se tournant vers le groupe. Messieurs, vous avez ici un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire pour être un soldat. Cet homme n'a aucune discipline, aucun engagement, aucun honneur. Ces mots tranchaient l'air comme des lames, chacun calculé pour détruire le peu de dignité qui me restait. Mitchell savourait chaque seconde, le visage rouge de satisfaction tandis qu'il jouait sa partition devant l'auditoire. Peut-être qu'une semaine à nettoyer les toilettes lui apprendra un peu la responsabilité, déclara-t-il, provoquant encore plus de rires parmi les soldats. Et si cela ne fonctionne pas, nous pouvons toujours revoir votre statut sur cette base. Le sergent Johnson, un vétéran de 15 ans, me regardait avec un mélange de pitié et de mépris. Le soldat Martinez secouait la tête, visiblement gêné pour moi. Pour eux, je n'étais qu'une recrue de plus qui n'avait pas supporté la pression de l'armée. Si seulement ils savaient. Soldat Adrian, hurla Mitchell. Vous passerez le reste de l'après-midi à réorganiser le dépôt de fournitures. Tout seul. Et je veux que tout soit catalogué et rapporté avant 18 heures, sinon tu passeras toute la nuit là-dedans. Oui, monsieur, répondis-je en gardant un ton respectueux. Alors que je me dirigeais vers l'entrepôt sous les regards méprisants de mes collègues, mon téléphone militaire vibra discrètement dans ma poche. Un message crypté que seules 3 personnes dans le pays étaient autorisées à envoyer. Opération fantôme, activation dans 2 heures. Extraction confirmée. Je rangeai mon téléphone sans changer d'expression. Mitchell continuait à crier sur un autre soldat, complètement inconscient du fait qu'il venait d'humilier publiquement quelqu'un qui, dans 2 heures, recevrait des ordres directs du Pentagone. 3 mois à faire semblant d'être un soldat incompétent. 3 mois à endurer des humiliations quotidiennes tout en recueillant des preuves d'un réseau de contrebande d'armes qui atteignait les plus hauts échelons du commandement. Et Mitchell? Eh bien, il ne se doutait pas qu'il était le principal suspect de mon enquête. Si cette histoire d'injustice militaire a retenu votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette humiliation allait se transformer en la chute la plus dévastatrice que Fort Campbell ait jamais connue. Alors que je rangeais des cartons dans l'entrepôt poussiéreux, faisant semblant d'être le soldat incompétent que tout le monde croyait que j'étais, le bruit lointain des rotors d'hélicoptères a commencé à résonner à l'horizon. Mitchell ne le savait pas, mais ses jours à la tête de l'unité étaient comptés. L'entrepôt de fournitures était un hangar reconverti qui sentait le diesel et le métal rouillé. Des piles de caisses militaires s'élevaient jusqu'au plafond, créant des couloirs labyrinthiques entre des équipements obsolètes et les restes d'opérations passées. C'était l'endroit idéal pour quelqu'un qui voulait cacher des preuves. Ou pour quelqu'un comme moi qui voulait les trouver. Le colonel Mitchell avait 53 ans et 30 ans de carrière militaire derrière lui. Il avait commencé comme simple soldat en Irak et avait gravi les échelons grâce à un mélange de compétences réelles et de politique déloyale. Les soldats le respectaient parce qu'il connaissait le terrain. Ses supérieurs le promouvaient parce qu'il savait comment faire avancer les choses sans poser de questions gênantes. Mais au cours des 5 dernières années, Mitchell avait découvert que sa position à Fort Campbell offrait des opportunités bien plus lucratives que n'importe quelle promotion officielle. Foster. Sa voix résonna dans l'entrepôt 15 minutes plus tard. Où diable êtes-vous passé? Je surgis de derrière une pile de caisses de munitions, une planche à la main et l'air dévoué d'un soldat. Je catalogue les fournitures médicales périmées, monsieur. J'ai trouvé quelques irrégularités dans les chiffres. Il plissa les yeux. Mitchell avait ce genre de visage qui semblait sculpté pour la suspicion.
mâchoire carrée, sourcils épais, petits yeux perçants qui semblaient toujours à l'affût de la moindre insubordination. « Des irrégularités » répéta-t-il en m'arrachant le bloc-notes des mains. « Quel genre d'irrégularités » ? Certains articles répertoriés comme jetés sont toujours là, monsieur. Et certains qui devraient être là ne le sont pas. C'était un mensonge calculé. Je savais exactement où se trouvaient les articles manquants, vendus au marché noir grâce à un réseau que Mitchell avait mis en place avec l'aide de 3 sous-officiers corrompus et d'un civil sous contrat qui contrôlait le transport. Mais Mitchell ne savait pas que je le savais. Vous remettez en question ma gestion, soldat. Sa voix s'abaissa jusqu'à devenir menaçante. Non, monsieur. Je ne fais que rapporter ce que j'ai observé. Pendant 3 mois, j'avais vu Mitchell humilier les soldats qui s'approchaient trop près de la vérité. Le soldat Davis avait demandé pourquoi certaines livraisons d'équipements disparaissaient des registres. Mitchell l'avait transféré sur une base en Alaska. Le sergent Williams avait remarqué des divergences dans les rapports d'inventaire. Elles faisaient soudainement l'objet d'une enquête pour négligence dans l'exécution de ses ordres. Le schéma était clair. Mitchell utilisait son autorité pour faire taire quiconque pouvait exposer son opération. Vous savez quel est votre problème, Foster. Il s'approcha, envahissant mon espace personnel. Vous posez trop de questions. Les soldats qui posent trop de questions ont tendance à avoir des carrières très courtes. Je comprends, monsieur. J'espère que vous comprenez vraiment. Il jeta le tableau sur le sol, faisant voler les feuilles dans tous les sens. Parce que je commence à penser que vous n'êtes peut-être pas fait pour ce poste. La menace flottait dans l'air comme une fumée toxique. Mitchell testait ma réaction, cherchant le moindre signe que je représentais une menace réelle. Un soldat normal aurait été nerveux, aurait essayé de s'expliquer, aurait peut-être même supplié pour avoir une seconde chance. Au lieu de cela, je me suis baissé lentement pour ramasser les papiers éparpillés. J'essaie simplement de faire mon travail du mieux que je peux, monsieur. Ton travail, dit-il, c'est de faire exactement ce que je te dis, quand je te le dis, sans poser de questions. Compris ? Oui, monsieur. Mais tandis que je réorganisais les papiers, mon regard se posa sur quelque chose que Mitchell n'avait pas remarqué. Une étiquette avec un code-barre partiellement déchiré sous l'une des boîtes médicales. Un code que j'avais mémorisé 3 semaines plus tôt lorsque j'avais suivi une livraison de morphine qui avait soi-disant été détruite pour des raisons de sécurité. La même morphine qui avait été saisie par la DEA à Louisville 2 semaines plus tard. Et puisque tu aimes t'en poser des questions, continua Mitchell, tu devrais peut-être te demander si tu veux vraiment continuer à porter cet uniforme. Je me redressai, lui rendant son regard avec l'expression la plus neutre que je pus adopter. Je veux servir mon pays, monsieur. Alors arrête de causer des problèmes. Alors qu'il s'éloignait, marchant délibérément sur l'un des papiers que j'avais rangés, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message crypté. Confirmation, cible principale identifiée. En attente du feu vert pour l'extraction. Je rangeai rapidement mon téléphone, mais pas avant d'avoir remarqué que Mitchell s'était arrêté à la sortie de l'entrepôt. Il regardait derrière lui, m'observant avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer complètement. De la suspicion ? De la curiosité ? Ou quelque chose de plus dangereux ? Foster, dit-il lentement, vous avez de la famille. La question me prit au dépourvu. Non, monsieur. Bien. Les soldats sans famille sont plus flexibles dans leur mission. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a donné la chair de poule. Ce n'était pas une simple remarque, c'était une évaluation. Comme s'il évaluait ma valeur en tant que cible ou en tant que ressource. Terminez ici et présentez-vous à mon bureau à 19 h, ordonna-t-il. Nous devons discuter de votre avenir sur cette base. Après son départ, j'ai attendu 5 minutes avant de bouger. Le silence du hangar n'était rompu que par le bourdonnement lointain des générateurs et le bruit de plus en plus proche des rotors d'hélicoptères. Je me suis dirigé vers la caisse dont l'étiquette était déchirée et, à l'aide d'une petite lampe de poche, j'ai photographié le code-barre avec un téléphone spécial qui semblait identique à mon appareil militaire standard. 3 mois d'humiliation. 3 mois à être traité comme le soldat le plus incompétent de la base. 3 mois à regarder Mitchell détruire des carrières et faire taire des voix tout en bâtissant son empire parallèle. Mais maintenant, alors que le bruit des rotors s'intensifiait et que mon téléphone crypté affichait un nouveau message, extraction confirmée dans 10 minutes, je savais que le spectacle touchait à sa fin. Mitchell pensait avoir affaire à un soldat faible et curieux. Dans 10 minutes, il allait découvrir qu'il avait passé 3 mois à humilier un officier du renseignement militaire avec une autorisation de niveau 8 et un accès direct au commandement conjoint. L'hélicoptère approchait, et avec lui, le moment où le colonel Mitchell allait découvrir qu'il avait réellement essayé de faire taire. À 19 h pile,
J'ai frappé à la porte du bureau de Mitchell. La plaque dorée brillait sous la lumière fluorescente. Colonel James Mitchell, commandant des opérations. Derrière cette porte, l'homme que j'avais passé 3 mois à étudier était sur le point de montrer son vrai visage. « Entrez », a dit sa voix à travers le bois massif. Le bureau était une vitrine de Lego militaire. Des photos avec des généraux, des diplômes encadrés, un drapeau américain tendu derrière un bureau en acajou qui semblait avoir coûté plus cher que le salaire annuel d'un soldat. Mitchell était assis comme un roi sur son trône, les doigts entrelacés sur un dossier ouvert. « Asseyez-vous, Foster. » J'obéis, conservant la posture rigide d'un soldat nerveux. La chaise était délibérément basse, m'obligeant à lever les yeux vers lui tandis qu'il m'évaluait comme un prédateur décidant où donner le premier coup de dent. « J'ai examiné votre dossier », commença-t-il en feuilletant des papiers avec des gestes délibérément lents. 3 ans de service actif. Aucune promotion significative. De multiples mutations. Et maintenant cette situation avec les rapports. Il claqua le dossier avec un bruit sec qui résonna dans le bureau. Vous savez ce que je vois quand je vous regarde, Foster? Je vois un homme qui ne comprend pas l'importance de l'ordre, de la hiérarchie, du respect. Monsieur, je n'ai pas fini, explosa-t-il, me faisant reculer sur ma chaise. Vous voulez savoir quel est votre problème? Vous posez trop de questions. Vous remettez en question les protocoles. Vous agissez comme si vous en saviez plus que vos supérieurs. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Dehors, les soldats poursuivaient leurs exercices nocturnes, inconscients de la conversation qui allait déterminer le cours des prochains jours. En 3 décennies de service, continua Mitchell sans se retourner, j'ai appris qu'il existe 2 types de soldats. Ceux qui suivent les ordres sans poser de questions et se construisent une carrière solide. Et ceux qui posent beaucoup de questions et finissent dans des bases isolées au milieu de nulle part. La menace flottait dans l'air comme une fumée toxique. Quel type voulez-vous être, Foster? Le premier, monsieur. Bien. Il se retourna, un sourire froid sur les lèvres. Parce que je viens d'obtenir l'autorisation d'une mutation. Base aérienne dans le Montana. Surveillance météorologique. Très calme, très isolé. Parfait pour les soldats qui ont besoin de recalibrer leur perspective. Le Montana. La base la plus reculée et la plus oubliée du territoire continental américain. Pour un vrai soldat, cela équivaudrait à un exil professionnel. Pour ma mission, ce serait un désastre. Quand aurait lieu le transfert, monsieur? La semaine prochaine. Il retourna à son bureau, sortit un stylo doré de sa poche et commença à remplir des formulaires. À moins que... Il s'interrompit et me regarda droit dans les yeux. À moins que vous ne prouviez que vous avez appris à apprécier la discrétion. Discrétion. Le mot code que Mitchell utilisait lorsqu'il voulait que quelqu'un devienne complice de ses opérations. J'avais observé ce même schéma avec le sergent Williams avant qu'elle ne soit mutée. Avec le soldat Davis avant qu'il ne demande à être volontairement muté. Quel genre de discrétion, monsieur? Le genre qui reconnaît que certaines irrégularités dans les inventaires sont normales dans des bases de cette envergure. Le genre qui comprend que les soldats loyaux ne posent pas de questions sur les livraisons spéciales ou les visiteurs imprévus. Des visiteurs imprévus. C'était la première fois qu'il mentionnait cet élément. Pendant 3 mois, j'avais répertorié les livraisons illégales, les registres falsifiés, les ventes au marché noir. Mais des visiteurs imprévus suggéraient quelque chose de plus important. Je comprends, monsieur. J'espère que vous comprenez vraiment, dit-il en se remettant à écrire. Parce que demain, à 0h00, vous aurez l'occasion de démontrer cette nouvelle attitude. Mon pouce s'accéléra imperceptiblement. Monsieur. Une livraison spéciale arrivera. Du matériel médical destiné à la redistribution humanitaire. Vous superviserez le déchargement et vous vous assurez que toute la documentation est exacte. Une documentation précise. Encore un euphémisme. Il voulait que je falsifie des registres. Et si je le fais? Si vous le faites correctement, nous pourrons peut-être reconsidérer votre transfert. Il leva les yeux de ses papiers. Mais Foster, s'il y a le moindre problème, la moindre question, la moindre curiosité excessive, Montana ne sera que le début. En retournant à mon logement, mon esprit analysait chaque mot de la conversation. Mitchell ne testait pas seulement ma loyauté, il me recrutait activement pour son opération. Cela signifiait que mon enquête avait dangereusement approché la vérité. Dans mon logement, j'ai trouvé le soldat Johnson assis sur mon lit, tenant une lettre officielle de l'armée. « Foster, dit-il sans lever les yeux, ça t'est arrivé aujourd'hui.
Du courrier officiel. Je pris l'enveloppe, reconnaissant immédiatement le cachet du département des enquêtes criminelles de l'armée. Ma couverture était maintenue, mais la présence de Johnson m'alarma. Des problèmes de famille? Demanda-t-il avec un intérêt trop sincère. Johnson n'avait jamais manifesté d'intérêt personnel pour ma vie auparavant. En fait, il m'avait à peine adressé la parole depuis mon arrivée à la base. Sa présence ici, à poser des questions sur du courrier officiel, n'était pas une coïncidence. Rien d'important, répondis-je en rangeant la lettre sans l'ouvrir. Tu sais, Foster, dit-il en me regardant enfin, certains d'entre nous ont discuté. À propos de cette situation avec le colonel Mitchell aujourd'hui. Quelle situation? L'humiliation dans la cour. Ce n'était pas cool, mec. Tu ne méritais pas ça. C'était une ouverture. Johnson testait si je gardais de la rancœur envers Mitchell, s'il pouvait être transformé en allié ou s'il représentait une menace. Le colonel avait raison, répondis-je prudemment. J'étais en retard dans mes rapports. Même ainsi, insista Johnson, il est allé trop loin. Et ce n'était pas la première fois. Tu te souviens de ce qui est arrivé à Williams? À Davis? Il mentionna les 2 soldats qui avaient signalé des irrégularités et avaient ensuite été mutés. Ce n'était pas une conversation anodine, c'était du recrutement. Ils ont commis des erreurs, dis-je, conservant mon rôle de soldat obéissant. Ou ils ont posé les bonnes questions aux mauvaises personnes. Johnson se leva et se dirigea vers la fenêtre. Vous savez, Foster, certains d'entre nous ont remarqué des choses. Des schémas, des mouvements nocturnes, des livraisons qui n'apparaissent pas dans les registres officiels. Mon sang se glaça. Si Johnson et d'autres soldats enquêtaient de leur propre chef, ils risquaient de compromettre 3 mois de travail d'infiltration. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que vous le savez. Il se tourna vers moi et me regarda droit dans les yeux. La question est la suivante. Allez-vous vous taire et accepter d'être transféré dans le Montana, ou allez-vous nous aider à découvrir ce qui se passe réellement ici? C'était le moment décisif que j'avais redouté. Révéler ma véritable identité pour protéger des soldats innocents, ou garder ma couverture et risquer qu'ils se blessent en enquêtant de leur propre chef. Johnson, dis-je lentement, si vous soupçonnez quelque chose, vous devriez le signaler par les voies appropriées. Les voies appropriées passent par Mitchell, répondit-il. Et quelque chose me dit qu'il ne serait pas très content de nos observations. Avant que je puisse répondre, le bruit des rotors d'un hélicoptère résonna sur la base. Ce n'était pas inhabituel pendant la journée, mais à 10 heures du soir, Johnson se précipita vers la fenêtre. C'est bizarre. Il n'y avait pas de vol prévu pour ce soir. Je jetai un coup d'œil par-dessus son épaule. Un hélicoptère militaire atterrissait sur l'héliport de la base, mais il ne portait aucune marque distinctive. Il était entièrement noir, sans aucune identification visible. Des visiteurs imprévus, murmurai-je, me souvenant des paroles de Mitchell. Quoi? Rien. Mais mon esprit s'emballa. Si Mitchell avait des visiteurs sans rendez-vous officiel, cela signifiait que l'opération était plus importante que je ne l'avais imaginé. Et si Johnson et d'autres soldats menaient leur propre enquête, nous étions tous en danger. L'hélicoptère coupa ses moteurs. 3 silhouettes descendirent, toutes vêtues de tenues civiles sombres. Même à distance, je pouvais voir qu'elles se déplaçaient avec la précision de militaires ou d'agents secrets. Foster, murmura Johnson, je crois que nous sommes sur le point de découvrir exactement ce que Mitchell ne veut pas que nous découvrions. Alors que nous regardions les visiteurs disparaître dans le bâtiment administratif, mon téléphone crypté vibra à nouveau. Le message était bref, mais urgent. Opération compromise. Action requise dans 72 heures. 72 heures. Dans 3 jours, je devrais choisir entre garder ma couverture ou protéger des soldats innocents qui se rapprochaient dangereusement d'une vérité qui pourrait les tuer. L'hélicoptère mystérieux, la conversation avec Johnson, la menace de transfert de Mitchell. Toutes les pièces s'assemblaient simultanément vers une collision inévitable. Tandis que Johnson continuait à regarder par la fenêtre, je pris discrètement mon téléphone militaire et envoyai un message apparemment anodin à mon contact dans les services secrets. Matériel médical en arrivée demain à 0600. J'ai besoin de plus de temps pour le cataloguer correctement. La réponse arriva en quelques secondes, délai refusé. Exécuté ou abandonné. Je jetai un coup d'œil à Johnson, toujours à la fenêtre, inconscient qu'il était sur le point de devenir un élément central de l'opération la plus dangereuse que Fort Campbell ait connue depuis des décennies. Dans 72 heures, le colonel Mitchell découvrirait que le soldat incompétent qu'il avait humilié publiquement était en fait l'architecte de sa chute. Mais d'abord, je devais m'assurer que des soldats comme Johnson survivraient pour voir justice être faite.
Le bruit des rotors résonnait encore dans ma tête lorsque la réalité de la situation s'est imposée à moi. Ma mission était passée d'une enquête à un sauvetage. Il était 5h30. L'entrepôt était plongé dans la pénombre lorsque je suis arrivé, une demi-heure avant l'heure fixée par Mitchell. Non par excès de zèle, mais parce que je devais préparer le terrain pour ce qui allait suivre. Au cours de la nuit, j'avais finalisé mon plan. 3 mois d'enquête secrète étaient sur le point de déboucher sur une opération qui allait non seulement exposer Mitchell, mais aussi tout le réseau de contrebande qui s'étendait jusqu'aux plus hauts échelons du commandement. Le bruit des moteurs qui approchaient rompit le silence matinal. 2 camions militaires standards entrèrent par le portail latéral, suivis d'un SUV noir, le même véhicule qui avait amené les mystérieux visiteurs la nuit précédente. Mitchell apparut en marchant rapidement, accompagné du sergent Wilson, un homme robuste qui me regardait toujours avec suspicion, et de 2 civils que je ne reconnaissais pas. Des hommes en costume sombre, portant des lunettes de soleil avant même le lever du soleil, avec les mouvements précis de ceux qui sont habitués à des opérations qui ne figurent pas dans les rapports officiels. « Foster !» cria Mitchell. « Ici, maintenant. » Je m'approchai en gardant une posture de soldat obéissant, mais mes yeux enregistraient chaque détail. Les camions avaient des plaques d'immatriculation provisoire. Les chauffeurs portaient des uniformes militaires, mais sans identification d'unité. Et le plus important, les caisses qui étaient déchargées n'avaient pas les sceaux standards du matériel médical. « Vous allez superviser le déchargement », m'a dit Mitchell en me tendant un porte-document. « Chaque caisse doit être répertoriée exactement comme sur cette liste. Pas de questions, pas de curiosité, pas de dérogation au protocole. » Je jetai un œil au papier. D'après les documents officiels, il s'agissait de fournitures médicales destinées à la redistribution humanitaire internationale. De la morphine, des antibiotiques, du matériel chirurgical. Tout était parfaitement légal et altruiste. Mais les caisses que je voyais décharger étaient trop petites pour contenir du matériel chirurgical et trop lourdes pour contenir des médicaments conventionnels. « Oui, monsieur, » répondis-je. L'un des civils s'approcha de Mitchell. « Colonel, nous devons confirmer les destinations finales. Le client à Caracas s'impatiente et nos partenaires à Lagos veulent des garanties sur le calendrier. » Caracas, Lagos. 2 villes que je savais être des points de distribution pour le marché noir international des armes. La redistribution humanitaire commençait à prendre tout son sens, d'une manière complètement différente de celle officiellement annoncée. « Tout est dans les délais », répondit Mitchell à voix basse. « Foster, ici présent, s'assurera que la documentation est en règle. » Le civil m'évalua d'un regard froid. « Est-il fiable ?»« Complètement dompté », sourit Mitchell. 3 mois de formation adéquate. Il a appris à ne pas poser de questions indiscrètes. Pendant qu'il discutait, je commençais à cataloguer les caisses. Mes doigts travaillaient automatiquement avec le bloc-notes, mais mon esprit traitait des informations cruciales. Chaque code sur les caisses, chaque nom sur les documents, chaque fragment de conversation entre les civils. Boîte 15, annonçai-je à voix haute, fournitures médicales diverses, poids estimé à 40 kg. 40 kg de morphine suffirait à approvisionner un hôpital pendant des mois. Mais lorsque je touchai discrètement la boîte en vérifiant le code, je sentis la forme caractéristique de petits composants métalliques denses. Des munitions. « Foster », m'a dit Wilson en s'approchant, « le colonel veut que vous signiez ici pour confirmer que tout est conforme au manifeste. » C'était le moment de prendre une décision finale. En signant ces documents, je deviendrais officiellement complice de l'opération. En refusant, je révélerais que j'avais découvert la vérité et compromettrais 3 mois d'enquête. J'ai signé d'une écriture légèrement tremblante, celle d'un soldat nerveux mais obéissant. Mitchell a observé ma signature avec satisfaction. « Très bien, Foster. Vous voyez, quand un soldat apprend à suivre les ordres sans poser de questions, tout le monde en profite. » L'un des civils a regardé sa montre. « Colonel, nous devons terminer. Le transport vers le port part dans 2 heures. » « Parfait. » Mitchell se tourna vers moi. « Foster, vous allez accompagner ces caisses jusqu'au dépôt de distribution du port. Le sergent Wilson vous accompagne. Considérez cela comme une mission spéciale. » Mon sang se glaça. Si je quittais la base maintenant, je perdrais l'occasion de mettre mon plan à exécution. Pire encore, je deviendrais un participant actif au transport d'armes illégales à l'étranger. « Monsieur, dis-je prudemment, je ne suis pas autorisé à effectuer des opérations en dehors de la base. »« Maintenant, tu le es, » répondit Mitchell sèchement. « Ce sont des ordres directs. À moins que tu ne préfères expliquer à nos partenaires ici présents pourquoi tu contestes mon autorité. » Les 2 civils m'observaient avec un intérêt renouvelé. L'un d'eux avait glissé la main dans sa veste,
Un geste subtil mais indubitable pour quelqu'un de mon entraînement. Si cette histoire d'infiltration et d'opération secrète vous tient en haleine, abonnez-vous à la chaîne, car vous n'avez encore rien vu. Pas de problème, monsieur, répondis-je. Prêt pour la mission. Mais tandis que j'aidais à charger les dernières caisses dans le camion, j'activais discrètement le protocole d'urgence sur mon téléphone crypté. Une séquence spécifique de touches sur l'écran qui enverrait ma position exacte à l'équipe d'extraction et lancerait le compte à rebours final de l'opération. 60 minutes. Dans 1 heure, des hélicoptères du FBI et des services de renseignement militaires survoleraient Fort Campbell. L'opération que Mitchell avait mise en place pendant des années serait démantelée en quelques minutes. Mais d'abord, je devais survivre à un trajet jusqu'au port aux côtés de Wilson et de 2 tueurs professionnels qui ne savaient pas encore que le soldat incompétent assis entre eux était en réalité un officier du renseignement habilité à éliminer des commandos entiers. Alors que le camion s'éloignait de la base, Mitchell m'a fait signe par la fenêtre de son bureau. Il souriait, convaincu d'avoir enfin brisé ma résistance et fait de moi un pion de plus dans son opération corrompue. En moins d'1 heure, ce sourire se transformerait en terreur absolue lorsqu'il découvrirait qu'il venait d'envoyer des preuves incriminantes directement dans une embuscade fédérale que j'avais moi-même orchestrée. La donne avait changé. Ce n'était plus qu'une question de timing. Le camion cahotait sur les virages de la route de campagne menant au port de Louisville. Assis entre Wilson et l'un des civils, je gardais la posture tendue d'un soldat nerveux accomplissant sa première mission spéciale. Mais sous cette façade, chaque fibre de mon corps était en état d'alerte maximale. Il restait 52 minutes. « Détendez-vous, Foster, » dit Wilson, remarquant ma raideur apparente. « C'est juste une simple livraison. Si tu fais ça bien aujourd'hui, le colonel oubliera complètement cette histoire de rapport. » Le civil à côté de moi, qui s'était présenté simplement comme « Monsieur Roberts », vérifia sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. « On est dans les temps ?»« 15 minutes, » répondit le chauffeur. Roberts sortit un téléphone satellite et composa un numéro. Je confirme la livraison dans les délais. Oui, le soldat est avec nous. Tout va bien pour l'instant. Il raccrocha et m'observa d'un regard froid. Foster, c'est bien ça? Depuis combien de temps connaissez-vous le colonel Mitchell? 3 mois, monsieur, répondis-je. Et au cours de ces 3 mois, à combien d'opérations comme celle-ci avez-vous participé? C'était une question piège. Si j'en avais cité trop, j'aurais semblé trop expérimenté pour un soldat censé être nouveau dans le réseau. Si je n'en avais cité aucune, il se serait demandé pourquoi Mitchell m'avait choisi pour cette mission spécifique. C'est la première, monsieur. Roberts échangea un regard avec son partenaire sur le siège avant. Première mission spéciale et Mitchell vous choisit. Intéressant. Le 2e civil se retourna depuis le siège avant. Foster, avez-vous de la famille? Une petite amie? Quelqu'un qui vous regretterait si vous étiez muté dans une base très éloignée? Mon sang se glaça. La question n'était pas anodine, c'était une évaluation des risques. Ils étaient en train de décider si je représentais une menace qui devait être neutralisée. Non, monsieur. Seulement l'armée. Parfait, sourit Roberts, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Les soldats sans attache sont les plus précieux. Ils peuvent aller là où la mission l'exige sans laisser de complications derrière eux. 43 minutes. Le port de Louisville apparut devant nous, un labyrinthe de conteneurs et de grues s'étendant à perte de vue. Le chauffeur prit une entrée latérale, loin de la zone principale. Nous passâmes 2 postes de contrôle où des gardes en uniforme nous firent signe de passer sans vérifier nos papiers. Ils faisaient clairement partie de l'opération. Ici, dit Roberts en désignant un entrepôt isolé au bout d'un quai désert. Lorsque nous sommes descendus du camion, j'ai pu voir l'ampleur de l'opération. 3 conteneurs attendaient d'être chargés, 2 camions étaient déjà déchargés et au moins 6 hommes armés étaient stratégiquement positionnés. Il ne s'agissait pas seulement de contrebande, mais d'une véritable opération militaire parallèle. Foster, m'a appelé Wilson, vous allez aider à faire l'inventaire final. Roberts veut s'assurer que tout est en ordre avant l'embarquement. Je l'ai suivi à l'intérieur de l'entrepôt. L'espace était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur, rempli de caisses alignées en rangées précises. Mais quelque chose a immédiatement attiré mon attention. Certaines caisses portaient des inscriptions en arabe et en cyrillique. Wilson, ai-je demandé prudemment, ces inscriptions, d'où viennent ces fournitures? Ne pose pas de questions, Foster. Comptez et vérifiez, c'est tout. Mais j'en avais déjà vu assez. Les inscriptions correspondaient à des arsenaux qui avaient disparu de bases américaines en Afghanistan et en Syrie. Mitchell ne se contentait pas de vendre des fournitures provenant de la base, il redistribuait des armes issues d'opérations internationales à travers un réseau mondial.
37 minutes. Roberts s'approcha avec un bloc-notes. Foster, j'ai besoin que vous signiez ici pour confirmer le décompte final. J'ai regardé les documents. Ce n'étaient pas des rapports d'inventaire standard, mais des manifestes de transport international. Destination, Caracas, Lagos et un port en Somalie que je savais contrôler par des milices. Monsieur, ai-je dit lentement, ces destinations, cela ne ressemble pas à une redistribution humanitaire. L'entrepôt devint soudainement silencieux. Wilson cessa de compter les caisses. Roberts baissa le bloc-notes. Les deux gardes à proximité se tournèrent vers nous. Foster, dit Roberts d'une voix dangereusement calme, vous remettez en question la nature de l'opération? Non, monsieur. J'observe simplement. Vous observez trop. Il fit signe à Wilson. Notre jeune soldat a peut-être besoin d'une conversation plus approfondie sur la discrétion. Wilson s'approcha, la main posée nonchalamment sur son arme à la ceinture. Foster, parfois les soldats voient des choses qu'ils ne comprennent pas. Des choses qui deviennent plus claires après une conversation appropriée. Le moment était venu. Ils avaient décidé que j'en savais trop pour simplement signer et partir. En quelques minutes, on m'emmènerait pour une discussion dont je ne reviendrai pas. 29 minutes. Je devais gagner du temps jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'extraction, mais je ne pouvais plus continuer à jouer le soldat innocent. Il était temps de changer la donne. Avant cette discussion, dis-je en me redressant, il y a quelque chose que vous devez savoir à mon sujet. Roberts plissa les yeux. Quoi donc? Mon nom complet n'est pas seulement Adrian Foster. Je sortis une carte spéciale de la poche intérieure de ma veste, en prenant soin de ne pas faire de mouvements brusques pour ne pas alarmer les gardes. Je suis le major Adrian Foster, de la police militaire. Autorisation de sécurité niveau 8. Le silence qui suivit fut assourdissant. Wilson recula d'un pas, la main désormais ouvertement posée sur son arme. C'est impossible. Vous n'êtes qu'un simple soldat incompétent. Incompétent. Je souris pour la première fois depuis 3 mois. 3 mois à recueillir des preuves sur un réseau international de contrebande. À documenter chaque transaction, photographier chaque code, enregistrer chaque conversation. Vous pensez que c'était une coïncidence si j'étais toujours là quand les livraisons spéciales arrivaient? Roberts sortit un pistolet. Mensonge. Mitchell vérifie tous les soldats. Il le saurait. Mitchell vérifie des dossiers que les services de renseignement militaire alimentent avec de fausses informations quand cela est nécessaire. Pendant 3 mois, il a humilié publiquement un agent fédéral en pensant qu'il brisait un soldat à problème. Le bruit lointain des rotors commença à résonner sur le port. Et maintenant, continuai-je en vérifiant ma montre, vous avez environ 25 minutes pour décider si vous voulez vous rendre pacifiquement ou expliquer au FBI pourquoi vous pointiez des armes sur un agent fédéral. Roberts garda son pistolet pointé, mais sa confiance était visiblement ébranlée. Vous bluffez. Ah oui. Je sortis mon téléphone crypté et montrai l'écran. Signal de localisation actif. Ma position est surveillée en temps réel par le commandement conjoint depuis 5h30 ce matin. Wilson regarda Roberts, puis moi, essayant clairement d'assimiler ce revirement. Si vous êtes vraiment major, pourquoi n'avez-vous pas arrêté Mitchell avant? Parce que Mitchell n'est qu'un petit poisson. Je voulais tout le réseau. Les fournisseurs, les acheteurs, les facilitateurs portuaires, les contacts internationaux. Je fis un geste vers l'entrepôt qui nous entourait. Et vous venez de me livrer tout cela sur un plateau d'argent. Le bruit des hélicoptères se rapprochait de plus en plus. Roberts baissa légèrement son arme. Même si c'est vrai, vous êtes seul ici. Nous sommes 6 hommes armés. Les accidents arrivent. Vous êtes 6 hommes armés, ai-je acquiescé. Je suis un officier du renseignement militaire avec 3 escadrons d'assaut en vol vers nous, une couverture satellite en temps réel et suffisamment de preuves pour condamner un réseau international de trafic d'armes. Je touchai l'écran du téléphone. Une voix métallique sortit du haut-parleur, commandement à Major Foster. Hélicoptère à 2 minutes de la zone d'atterrissage. Confirmez votre statut. Ici Foster. 6 hostiles armés dans l'entrepôt principal. Preuve matérielle confirmée. Je demande des renforts pour plusieurs arrestations. Bien reçu, Major. Maintenez votre position. Roberts et Wilson échangèrent des regards désespérés. La réalité de la situation avait enfin pris forme. Le soldat incompétent que Mitchell avait humilié pendant 3 mois était en fait l'architecte d'une opération fédérale qui était sur le point de démanteler tout le réseau criminel. Vous avez le choix, dis-je calmement, même avec 6 armes pointées dans ma direction.
Vous pouvez essayer de vous enfuir en tirant et expliquer à un tribunal militaire pourquoi vous avez attaqué un agent fédéral. Ou vous pouvez baisser les armes et peut-être obtenir un accord de dénonciation. Le rugissement des rotors dominait désormais l'air au-dessus de nos têtes. Roberts hésita, le pistolet tremblant légèrement dans sa main. « Mitchell, il a dit que vous n'étiez qu'un soldat à problème. »« Mitchell, répondis-je, n'a pas l'autorisation de sécurité nécessaire pour savoir qui je suis vraiment. Au cours des 3 derniers mois, alors qu'il pensait me briser par des humiliations publiques, j'ai documenté chaque crime que vous avez commis. » Le premier hélicoptère atterrit à l'extérieur, rapidement suivi par 2 autres. À travers les fenêtres de l'entrepôt, je pouvais voir des soldats des forces spéciales se mettre en position. C'est alors que Wilson baissa enfin son arme. « Monsieur, dit-il en me regardant droit dans les yeux, j'aimerais négocier. » 48 heures plus tard, je me tenais dans la même cour où Mitchell m'avait humilié publiquement 3 mois auparavant. Cette fois, cependant, je portais l'uniforme complet de major des enquêtes criminelles de l'armée, avec tous les insignes qui révélaient ma véritable identité. Mitchell était menotté entre 2 agents fédéraux, son expression oscillant entre l'incrédulité et l'horreur absolue. Wilson et les autres membres du réseau criminel avaient déjà été poursuivis et condamnés. Roberts lui-même coopérait pleinement avec les autorités, fournissant les noms et les itinéraires de toute l'opération internationale. « Major Foster », m'a dit le général Harrison alors que toute la base nous regardait en formation. « Veuillez rendre compte des découvertes de l'opération Black Mirror. » Je me suis avancé au centre de la cour, à l'endroit même où Mitchell m'avait crié que j'étais une honte pour l'armée. Ma voix a résonné clairement et fermement dans le silence absolu de la formation. Pendant 93 jours d'infiltration, j'ai documenté un réseau international de contrebande qui a détourné plus de 200 000 unités d'armement militaire vers des organisations terroristes et des cartels internationaux. La valeur totale de cette opération criminelle dépasse les 8 millions de dollars. Un murmure parcourut les rangs des soldats. Certains me regardaient avec un mélange d'admiration et de stupéfaction, essayant de concilier l'image du soldat incompétent avec celle de l'officier de renseignement qui se tenait devant eux. L'enquête a révélé que le colonel Mitchell ne se contentait pas de diriger ce réseau, mais qu'il avait systématiquement éliminé tout soldat qui se rapprochait de la vérité par des transferts forcés, des rétrogradations et des menaces directes. Mitchell tenta de parler, mais l'un des agents fédéraux le fit taire d'un geste ferme. Au cours de ces 3 mois, ai-je poursuivi, j'ai subi des humiliations publiques, des punitions injustes et des menaces pour ma carrière. Chaque insulte, chaque cri, chaque moment de manque de respect a été documenté non seulement comme preuve d'abus d'autorité, mais aussi comme démonstration du caractère d'un homme qui a trahi non seulement son pays, mais aussi chaque soldat sous son commandement. Le général Harrison s'approcha. « Major Foster, votre dévouement à la mission dans des circonstances extrêmement difficiles illustre le meilleur de la tradition militaire américaine. Votre capacité à maintenir la couverture, alors même que vous étiez publiquement méprisé, démontre une force de caractère rarement vue. » Je me tournai vers Mitchell une dernière fois. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. L'homme arrogant qui m'avait crié dessus était maintenant courbé, détruit non seulement par la révélation de ses crimes, mais aussi par la prise de conscience qu'il avait passé des mois à humilier quelqu'un qui lui était infiniment supérieur en grade, en compétence et en honneur. « Mitchell, dis-je calmement, vous avez passé 3 mois à essayer de briser mon moral, à remettre en question mes compétences, à suggérer que je n'avais pas ce qu'il fallait pour servir mon pays. » Il leva les yeux et croisa mon regard pour la première fois depuis son arrestation. « Vous aviez raison sur un point, » ai-je poursuivi. Je n'avais vraiment pas ce qu'il fallait pour être un simple soldat médiocre. Car depuis le premier jour, j'étais un major sous couverture menant l'opération la plus importante de ma carrière. Le soldat Johnson s'approcha après la cérémonie d'arrestation, l'air toujours incrédule. « Major, je veux dire, monsieur, pendant tous ces mois où nous avons discuté, vous saviez déjà tout. » « Je savais que Mitchell était impliqué dans des activités illégales, » répondis-je. « Je n'en connaissais pas toute l'étendue avant d'avoir rassemblé toutes les preuves. Et quand je vous ai interrogé sur les mystérieuses livraisons, vous... J'essayais de déterminer si vous faisiez partie du complot ou si vous n'étiez qu'un simple soldat observateur. Vos questions m'ont aidé à confirmer que vous étiez honnête et que vous pourriez servir de témoin si nécessaire. » Johnson secoua la tête. 3 mois à vous regarder vous faire humilier, et pendant tout ce temps, vous contrôliez la situation. Contrôle est un mot fort, ai-je souri. Disons que je savais comment l'histoire allait se terminer. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Wilson, qui appelait depuis la prison fédérale où il purgeait sa peine. « Major Foster ?» C'est Wilson. L'ancien sergent Wilson. « Je me souviens de vous, Wilson. Comment puis-je vous aider ? Je voulais m'excuser, monsieur.
Pour toutes les fois où j'ai ri quand Mitchell vous humiliait. Pour toutes les fois où j'ai pensé que vous n'étiez qu'un soldat faible qui ne supportait pas la pression. Il y eut un long silence avant qu'il ne poursuive. Vous m'avez sauvé la vie, vous le savez? Si vous ne m'aviez pas convaincu de baisser mon arme dans cet entrepôt, je serais mort à l'heure qu'il est. Et plus important encore, vous m'avez donné la chance de coopérer, de faire ce qu'il fallait au final. Wilson, répondis-je, nous méritons tous une seconde chance de choisir le bon camp. Comment avez-vous tenu le coup, monsieur? 3 mois à être traité comme un moins que rien, sachant que vous pouviez révéler votre véritable identité à tout moment? Cette question m'a fait réfléchir à quelque chose que j'avais appris pendant ces mois difficiles. J'ai appris que la vraie force ne vient pas du fait de crier plus fort ou d'humilier les autres pour se sentir supérieur. Elle vient du fait de rester fidèle à ses principes même quand personne ne regarde, même quand il serait plus facile d'abandonner. Aujourd'hui, je suis instructeur à l'Académie d'enquête criminelle de l'armée. J'enseigne aux jeunes officiers les opérations d'infiltration, mais surtout l'intégrité sous pression. Sur le mur de mon bureau, j'ai accroché une photo de la formation prise le jour où Mitchell a été arrêté. Ce n'est pas un trophée, mais un rappel que la véritable victoire n'était pas sa chute, mais la préservation des valeurs qu'il a tenté de corrompre. Mitchell purge une peine de 25 ans dans une prison fédérale. J'ai entendu dire qu'il passe son temps à étudier le droit, essayant de comprendre comment un système qu'il pensait contrôler s'est retourné contre lui avec une telle précision. Le réseau international de contrebande a été complètement démantelé. Des dizaines d'opérateurs ont été arrêtés dans 6 pays différents. Les armes récupérées empêcheront d'innombrables tragédies qui se seraient produites si elles étaient tombées entre les mains de terroristes et de cartels. Mais le moment qui m'a le plus marqué n'a pas été l'arrestation de Mitchell ni la reconnaissance publique. C'est lorsque le soldat Martinez, l'un des soldats qui avait ri pendant mon humiliation dans la cour, est venu me voir quelques semaines plus tard. « Major », m'a-t-il dit nerveusement, « je veux m'engager dans les enquêtes criminelles. Je veux servir comme vous avez servi. » « Pourquoi » lui ai-je demandé. « Parce que j'ai appris qu'il y a 2 façons d'utiliser le pouvoir. L'une détruit les gens pour se sentir fort. L'autre protège les gens, même si cela signifie sacrifier sa propre réputation. Si cette histoire de justice militaire et de sacrifice silencieux vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons des dizaines d'histoires sur des personnes qui ont transformé l'humiliation en triomphe, et vous ne voudrez en manquer aucune. La dernière fois que j'ai vu Mitchell, il était escorté vers le transport pénitentiaire. Nos regards se sont croisés un instant à travers la vitre blindée. Il n'y avait ni colère ni satisfaction cruelle dans mon regard. Juste la compréhension tranquille que la justice, même si elle tarde parfois, finit toujours par se faire. 3 mois d'humiliation se sont transformés en l'opération la plus réussie de ma carrière. Et Mitchell? Eh bien, il a enfin appris la différence entre avoir l'autorité et mériter le respect. Certains leaders bâtissent des empires par la peur. Les vrais leaders bâtissent leur héritage par leur intégrité. Au final, l'histoire se souvient toujours de celui que vous avez choisi d'être.